tey sama garab yi waaye. kan bi waaw. dafa dem man wala de laa dem mu ne ma. booy sax nga dem jigéen. yéen daa mel ni si tali bi ngeen taxaw bu kenn demee rek kenn ñëw. kii nag moo ko dem waaw. kenn dem wala bëgg dem la bu commencé jaxase peut-être boo yooyu noonu na ay saabu su Modou Kara waaye bu dem rek Bonjour à tous, j'ai un problème de micro, je vous entends pas. Et je sais pas pourquoi. tu t'entends toujours pas là tu entends Allô? oui allô allô Allô? oui allô Bon, bah, tant pis, c'est pas grave. ok Bonjour Sicoti, ça va? Bonjour tout le monde, ça va très bien et vous? Ça va, merci. Je vais me connecter avec le micro avec mon téléphone parce que parfois mon micro sur l'ordi, il fait un peu des siennes. Donc, j'arrive tout de suite avec le... Super, moi j'ai aussi un problème de son, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est pas grave. Les aléas du direct. Bonjour à tous. On va attendre un petit peu 5 minutes que tout le monde se connecte si c'est OK pour vous.
Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a des gens qui ont du mal à se connecter. Il y a 2 personnes qui se connectent, déconnectent. Est-ce que vous m'entendez bien ici? Alors, je pense Oui. bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Si je fais ça, je Oui. ne vois pas du tout. Oui, on le voit. Moi, je vous vois plus en tout cas. Je suis dans le noir. Ok. Je sais ce que je vais faire. Alors, non, c'est pas grave. Je vais rester comme ça et je ne vous verrai pas. C'est pas grave. On peut commencer. Il est 16h06, 18h06. On a encore des gens qui doivent se connecter. Normalement, on doit être une trentaine. On a aussi un intervenant qui n'est pas encore connecté, qui m'avait prévenu qu'il aurait peut-être quelques problèmes pour se connecter. Donc, je vais rester connectée pour voir s'il est là. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à la fête de lancement de la publication La vie avant le plastique, qui a été une publication qui a été coécrite par Gaïa Afrique. Donc, Gaïa, c'est l'association de Zéro Déchet Afrique, en gros, qui a des membres locaux dans tous les pays d'Afrique. Et c'est avec ces membres locaux que on a écrit cette publication. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas en mute. Si vous pouvez vous mettre en mute, n'hésitez pas. C'est d'ailleurs le moment d'en parler. Donc, le rappel pour notre session, n'hésitez pas à écrire dans le chat quand vous voulez. Je vous rappelle que cette session est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez garder votre caméra éteinte. Et quand vous ne parlez pas, n'hésitez pas à mettre votre micro sur mute pour ne pas déranger la session. Vu que c'est une publication avec un chapeau, si vous n'avez pas de chapeau, n'hésitez pas à cliquer sur les 3 points en bas de l'écran Google Meet et d'aller sur appliquer des effets visuels. Et là, il y a arrière-plan et filtre et apparence qui vont apparaître. Vous appuyez sur filtre
et vous pouvez choisir un chapeau, comme je l'ai fait précédemment. Donc, je compte sur vous pour mettre un vrai chapeau comme moi ou pour choisir un autre chapeau virtuel au moment de la photo. Donc, la publication de la vie avant plastique, c'est un aperçu des systèmes de réutilisation et de remplissage existants sur le continent africain et comment faire en place pour systématiser cela. Pour accéder à la publication, vous pouvez y accéder sur le lien suivant, sur le QR code suivant, et sinon, on vous partagera aussi le lien pour accéder à la publication. Donc, qui sommes-nous? Qui est Adansonia Green? Donc, Adansonia Green, c'est une association sénégalaise à but non lucratif. Alors, nous, pourquoi on existe? On existe parce que, excusez-moi, il y a celui de Paitifa qui n'est pas connecté. Edith, est-ce que tu peux répondre à Fabien sur le WhatsApp, s'il te plaît, pour lui donner le lien de connexion? Donc, Adansonia, c'est une association sénégalaise à but non lucratif. Pourquoi on existe? On existe parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation environnementale, comme beaucoup d'associations, et à un moment, c'était difficile pour nous de continuer juste la sensibilisation et on avait envie d'aller plus loin. On avait envie d'aller plus loin. Comment? On avait envie d'aller plus loin en pouvant proposer à la communauté des vrais produits et des vrais services durables. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait travailler beaucoup plus sur la mise en application en essayant de faire des projets environnementaux, mais aussi de mettre en avant les projets environnementaux qui existent déjà au Sénégal, les faire connaître aux utilisateurs pour que aller sensibiliser les utilisateurs pour qu'ils les connaissent et qu'ils comprennent pourquoi les utiliser. Donc, évidemment, on ne peut pas le faire seulement en allant parler avec la communauté. On est obligé d'aller parler de tous les côtés. On est obligé d'aller parler avec le gouvernement, avec le plaidoyer. On est obligé d'aller parler avec les entreprises pour qu'elles modifient la manière dont elles nous proposent des produits et des services. Et on va aller sensibiliser la population et évidemment, on va accompagner les entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs domaines, mais les deux domaines principaux sur lesquels on travaille, c'est la gestion des déchets organiques et le réemploi. Donc, on met en avant les solutions environnementales, comme je vous disais. On a une communauté d'initiatives environnementales pour être là et être un soutien les uns pour les autres. On essaye de mettre en avant ces entreprises environnementales et on met aussi des ressources disponibles pour tous pour que les personnes puissent mieux comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à l'environnement. Donc, aujourd'hui, je serai votre modératrice. Je m'appelle Aminata Farima Tidjani. Je suis ingénieure en génie industriel et il y a 5 ans, j'ai décidé que je ne voulais plus faire seulement ça et j'ai décidé que je voulais travailler dans l'environnement. C'est quelque chose que je voulais faire depuis que je suis enfant. Au Sénégal, j'ai été vice-présidente de l'association Zéro Déchet Sénégal. J'ai été aussi auprès de Gaïa Afrique responsable des projets sur les déchets organiques sur tout le continent. J'ai travaillé chez Make Sense en tant que chef de projet pour accompagner des entrepreneurs environnementaux et maintenant je suis coordinatrice chez Adansonia Green et je fais aussi un peu de consultance auprès des entrepreneurs. Donc, je fais partie des co-autrices aussi de la publication et c'est pour ça que je tenais aujourd'hui à faire ce lancement qui est la partie 1. La partie 2 se fera en présentiel le 21 septembre. Alors, nos intervenants aujourd'hui qui se présenteront au fur et à mesure, on aura d'abord Edith Montero qui fait partie de Adansonia Green et qui parlera de l'audit des déchets. Ensuite, dans l'ordre, on aura Sikoti qui travaille à Sokolata et qui nous présentera son entreprise de vêtements. On a Fabien, j'espère qu'il est connecté, qui sera là pour présenter Paitifa, qui a été mis en avant par l'association Adansonia Green dans la publication. Et on aura Papa Chérif qui va nous présenter un projet de l'association Adansonia Green à la fin. Donc, je les laisserai se présenter plus en détail quand ils prendront la parole. Et nos autrices pour cette publication, elles ne peuvent pas se connecter parce que malheureusement, il est trop tard et elles sont aujourd'hui en Afrique du Sud.
Mais on a Mérissa, qui fait partie de Gaia Africa, et on a Kenza, qui fait aussi partie de Gaia Africa et qui habite au Maroc. Donc, voilà. On a essayé avec cette publication de mettre en avant toutes les traditions qui sont vraiment riches en Afrique, qui sont encore présentes. On a cette chance-là. Et aussi ces traditions sont sans plastique, donc évidemment pour nous, c'est important de les mettre en avant. Alors là, je vais arrêter de partager et je vais vous demander de mettre vos écrans, si possible, pour qu'on puisse faire une petite photo. Est-ce que vous pouvez mettre vos écrans pour qu'on puisse faire une petite photo tous ensemble avec des chapeaux? Alors, si vous n'avez pas de chapeau, n'hésitez pas à cliquer sur les 3 petits points, à appliquer le visual effect, l'effet visuel, et à mettre un chapeau virtuel. Je peux vous montrer, par exemple, si j'enlève mon chapeau, je peux mettre ce chapeau en effet visuel. Pourquoi il n'apparaît pas, mon chapeau? Vous voyez mon chapeau? Ah! Donc, n'hésitez pas de faire un effet visuel si vous n'avez pas de chapeau. Moi, je remets mon vrai chapeau. Je ne vois pas beaucoup de caméras hein, pour la photo. Juste pendant 1 minute, une petite photo avec les chapeaux. Gaël, tu prends la photo? Ouais. Super. Ah. Attends un peu, Fabien vient de se connecter. Pourquoi mon écran ne s'affiche plus? Aujourd'hui, mon ordi, il veut rien. Hein. Il veut pas que je participe dans des bonnes conditions. Gaël, tu me vois? Non. C'est le joli chapeau, hein? Ah, c'est bon, je suis là. On fait une photo? Ouais. Ah, tu trouves pas de chapeau? Il faut que tu ailles dans filtre, dans effet visuel, appliquer un effet visuel, tu vas dans filtre. Demba, merci pour la casquette. Sikoti aussi a un joli chapeau. Il y en a certains qui ont joué le jeu. On fait une photo? On y va. Péché, où est ton chapeau, shérif? Il avait ça tout de suite. Il avait ça tout de suite, c'est parti. Deuxième. Ah. Nice. C'est bon? Ouais, c'est bon. Super. Moi, j'ai pas de chapeau. Mais si, tu as un foulard, c'est comme un chapeau. C'est comme un chapeau. Super. Donc, je continue la présentation. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, je vais vous présenter la présentation et je vais vous présenter à partir de maintenant la publication qu'on a lancée. J'espère que je vous donnerai envie de la lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et entre chaque chapitre, je serai entrecoupée d'intervenants qui nous exposeront, eux, ce qu'ils font par rapport à ce chapitre-là. Donc, cette publication, c'est vraiment pour dire qu'en Afrique, on a des solutions qui existent.
On voulait les mettre en avant déjà pour les montrer à tout le reste de l'Afrique et à tout le reste du monde, et aussi réfléchir à comment faire en sorte que ces solutions qui sont souvent très locales, à petite échelle, comment faire pour qu'elles soient systémisées. Donc, on a demandé à tous les membres de Gaïa Afrique de participer à l'écriture de cette publication. Donc, c'est sur leurs informations qu'on s'est basé pour faire cette publication, plus des recherches scientifiques pour toutes les données, etc. Donc, voilà. Avant le début de cette publication, je voulais vous partager des images que on avait vues quand on allait un jour à Saint-Louis pour une activité. Et c'est non loin de EDK Tivaouane. On s'est arrêté pour parler à la dame parce qu'elle vendait ses mangues dans des sacs qui étaient faits avec des feuilles d'arbres qui poussaient autour. Et on a trouvé ça magnifique comme alternative au plastique parce que souvent au bord de la route, on voit beaucoup de mangues, etc., de fruits qui sont vendus dans des plastiques, des sapotis, etc. Et on voit que c'est possible de faire autrement. En plus, c'est beau. Moi, j'ai toujours mon sac jusqu'à présent. Je l'utilise jusqu'à présent, donc c'est quand même assez solide. Et voilà, je voulais vous montrer cette petite image avant de commencer. Alors, le chapitre 1 de la publication, c'est une vue d'ensemble du problème du plastique en Afrique. Donc, pour cette introduction, on a vraiment voulu montrer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Afrique par rapport au plastique. Et il y a des chiffres qui, pour moi, sont vraiment importants à savoir. C'est qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est responsable que de 5% du taux de production mondiale de plastique et on n'en consomme que 4% des volumes mondiaux. Et pourtant, malgré ça, on voit tous les jours le problème que le plastique pose. Tous les jours, quand je me réveille, je vois en haut des arbres devant chez moi plein de sachets plastiques qui sont apportés par le vent. Devant ma porte, quand je sors, je vois des petits tourbillons avec plein de petits plastiques légers qui sont autour. Pourtant, on n'est pas ceux qui produisent le plus, on n'est pas ceux qui consomment le plus, mais le plastique est un fléau pour nous tous. Souvent, quand on considère le plastique, on considère la gestion des déchets plastiques. Comment le déchet plastique est un problème pour nous. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Et malheureusement, le plastique nous pollue pendant tout le cycle de vie du plastique et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc, on en parle pendant la publication. C'est à partir de l'extraction, la production, la distribution dans les points de vente, la consommation et la mise en déchet de ces plastiques. Pendant tout ce cycle, le plastique nous contamine. Pendant tout le cycle de production et de transport, on a toutes les émissions qui sont liées à la production et au transport de ce plastique. Quand on consomme du plastique, quand on consomme dans du plastique, qu'on le chauffe un peu, qu'il est au soleil, le plastique va dans les éléments qu'on mange ou qu'on boit, nous contamine et c'est aussi quelque chose qui est mauvais pour notre corps. Ensuite, dans la gestion des déchets, on le voit tous, le plastique est un problème pour le tourisme, un problème quand il s'envole et que nos bétails le mangent, etc. Et un problème aussi quand il se retrouve dans la mer ou quand il est brûlé. Donc, aujourd'hui, il y a des producteurs de plastique en Afrique et les champions de producteurs et d'importateurs de plastique, c'est l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Sénégal ne fait pas encore partie, mais faisons tout pour ne pas faire partie de ces champions qui polluent et de ces champions qui utilisent. Dans le chapitre 1, on parle aussi de la réponse de l'Afrique au problème du plastique en parlant de différents cadres politiques qui existent et je suis contente de savoir que l'Afrique est en tête pour le pourcentage de lois sur le plastique. Il y a 37 pays qui ont adopté des lois et des réglementations sur la production et la consommation de sacs en plastique depuis 2018. Et même certains pays en Afrique du Sud ont des taxes qu'ils mettent sur les productions de plastique, etc. On n'a pas forcément la meilleure mise en application, mais au moins, on commence quelque part. Comme ma maman dit, il faut pas il faut pas dénigrer quand on commence quelque part. Et pour le moment, on fait partie des champions du monde en continent par rapport au nombre de lois qui ont été mises en place. Il faut maintenant les mettre en application.
Le chapitre 1 se finit avec une lueur d'espoir dans la réponse au problème du plastique en Afrique en montrant toutes les initiatives qui ont lieu. Par exemple, à droite, il y a une initiative à Bonyokwa en Tanzanie qui a été visitée par plusieurs membres de Adansonia où les ramasseurs de déchets vont ramasser les déchets séparés dans les foyers et ont un taux de plus de 80% de déchets qui ne sont pas jetés. Donc, c'est-à-dire sur les déchets ménagers qu'on jette en général à 100%, eux, ils sont à un taux de récupération de 80% des déchets qu'ils transforment. Donc, c'est quand même pas mal. Et je ne pouvais pas ne pas vous montrer des équipes de compostage parce que j'adore le compost pour la gestion des déchets organiques qui doit, selon nous, toujours être géré en séparé par rapport au reste du déchet pour que le reste des déchets soit propre et qu'on puisse mieux les recycler. Donc, je laisse la parole à Edith pour qu'elle nous parle des audits de marque. Je te laisse te présenter, Edith, et tu pourras nous parler des audits de marque. Bonjour, merci Farima. Bonjour, moi c'est Edith Montero. Je suis responsable admin chez Adansonia.green et en même temps, je suis chargée des audits de marque. Farima, ta caméra, c'est ton partage d'écran, c'est bloqué. Ah, d'accord, merci. Donc, pourquoi les audits de marque au Sénégal? C'est-à-dire que nous constatons qu'au Sénégal, nous ne disposons pas de données scientifiques par rapport aux produits plastiques que nous produisons. C'est dans ce sens que Adansonia s'est donné comme mission de faire une collecte des informations scientifiques en utilisant une technique accompagnée et soutenue par le mouvement international appelé Brick Free from Plastic, qui agrège ces données de tous les pays dans différents continents. C'est dans ce sens que Adansonia va utiliser la technique appelée l'audit de marque, qui est un procédé qui permet de compter les déchets plastiques en les triant, en les classant et en les catégorisant dans le but de pointer du doigt le producteur responsable, mais également sensibiliser ses consommateurs. Dans ce sens-là, Adansonia va aller accompagner les organisations, les associations qui, en temps normal, font des séances de nettoyage qu'ils appellent communément 7-7A. Donc, en faisant ces 7-7A, Adansonia va les accompagner en allant plus loin que ces 7-7A, en allant plus loin que ce ramassage de déchets, excusez-moi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la collecte des informations de ces déchets qu'on aura ramassés, dans le but de pouvoir indexer le producteur responsable de ces déchets. Adansonia accompagne les organisations, les associations un peu partout au Sénégal pour pouvoir avoir des données nationales. Adansonia a eu à réaliser 2 audits de marque dans différents secteurs qui ne sont pas similaires. Et nous remarquons que durant ces audits de marque, les analyses qu'on peut faire de ces données qu'on a eu à recenser, c'est que nous avons une grande présence de types de produits qu'on appelle des emballages alimentaires, communément appelés food packaging en anglais. Donc, nous remarquons que le fléau des déchets plastiques qui sont le plus recensés au Sénégal est constitué de déchets, d'emballages alimentaires, autant pour moi. Ce diagramme, ce graphique met en corrélation le deuxième graphique qu'on a en bas, qui témoigne de l'importance du taux de sachets d'eau qu'on retrouve durant ces audits de marque. Si vous voyez le deuxième graphique qui est tout à fait en bas, vous voyez que les sachets d'eau représentés en bleu constituent 50% des déchets que l'on recense le plus lors de ces audits de marque, lors de ces séances de 7-7A. Malheureusement, ces sachets d'eau en plastique sont fabriqués avec une matière qu'on appelle du polyéthylène à basse densité. Ce type de matière est une matière qui est très difficile à recycler et
ou plutôt, si c'est recyclable, les structures qui arrivent à le recycler ne sont pas nombreuses. Malheureusement, ces déchets, comme vous le voyez dans le troisième graphique, vous verrez que la matière de LDPE est la matière qu'on retrouve le plus souvent durant nos aiguilles de marque. Et malheureusement, ce type de déchet, et de par sa structure chimique et de par sa flexibilité, se retrouve le plus souvent non recyclé et envoyé dans nos décharges et dans les incinérateurs, ce qui augmente aujourd'hui la pollution plastique. Donc, voilà en gros ce que Adam Sonia fait. Nous essayons de faire l'état des déchets plastiques au Sénégal. Et si aujourd'hui vous souhaitez organiser un set-settle ou vous connaissez des gens qui vont organiser un set-settle, vous pouvez nous solliciter pour qu'on vous accompagne afin de pouvoir enrichir notre base de données. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'audit de marque que nous faisons oui, au Sénégal, vous pouvez les poser, sinon ce sera tout pour moi, pour la partie audit de marque. Merci, Edith. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Edith a partagé? Il y a des questions dans le chat? Non, c'était bien clair? Super. Du coup, je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que Edith a dit. Quand elle a parlé de la recyclabilité, effectivement, la recyclabilité, elle dépend du pays. Elle dépend de la proposition de service du pays. Donc, quelque chose qui peut être recyclable dans un pays peut, dans un autre pays, ne pas être recyclable parce qu'il n'y a aucune structure qui propose de le recycler, parce que ça coûte trop cher, parce qu'ils n'ont pas la technologie, etc. Donc, du coup, quand on parle de recyclabilité, il faut vraiment essayer de se concentrer sur les objets qui sont, les plastiques qui sont recyclables au Sénégal, parce qu'on n'a pas envie de renvoyer ces objets jusqu'en Chine, jusqu'en Europe pour être recyclés, parce que ça va encore augmenter l'impact carbone. Donc, si personne n'a une question, je vois une main levée. Vous pouvez y aller. Alors, bonjour Edith. Merci pour ton intervention. Merci pour les informations que tu as partagées avec nous concernant le Brain Audit. J'aurais peut-être une question qui va sembler être une suggestion. Alors, aujourd'hui, après les audits de marque, quelle est l'action suivante qu'Adam Sonia met en place? Aujourd'hui, par exemple, quand on voit les sachets d'eau qui constituent la majeure partie de nos déchets polluants lors de nos brins d'audit, alors, quelle action Adam Sonia compte entreprendre après? Ou est-ce qu'Adam Sonia compte se rapprocher de ces entreprises-là pour justement leur faire comprendre l'impact qu'ils ont sur notre environnement? J'aimerais juste que tu nous expliques un peu les différentes actions qui peuvent être entreprises par Adam Sonia. Merci. Merci, Chérif, pour cette question. Donc, le but de cette audit de marque, c'est d'avoir des données. Aujourd'hui, si nous avons des données, ça nous permet non seulement de sensibiliser les consommateurs, mais en même temps de pointer du doigt les producteurs responsables de ces déchets. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut essayer de changer les habitudes des consommateurs. Déjà, quand on mobilise des bénévoles, ces bénévoles eux-mêmes sont eux-mêmes qui vont faire le guide de marque. Donc, au fur et à mesure qu'ils vont compter les déchets, ils vont se rendre compte de l'importance, que l'impact qu'il y a, la forte présence de ces déchets-là. Et eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de polluer plus qu'ils n'aident la planète. Et au fur et à mesure, ils vont se rendre compte eux-mêmes de leur impact environnemental. Mais en même temps, Adam Sonia est dans des négociations pour le plaidoyer en ce qui concerne le traité contre le plastique. Donc, ces données peuvent également nous aider aujourd'hui à montrer que le Sénégal fait partie de ces pays qui sont impactés par la pollution plastique. Et à ce moment-là, au niveau international, on pourra avoir des voix et pouvoir à ce moment-là saisir le gouvernement en leur disant
On a un traité qui est là en cours. Aidez-nous à le mettre en place et aidez-nous à aller voir ces producteurs responsables de ces déchets afin qu'ils gèrent mieux le cycle de vie de leurs produits. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Farima, si tu as quelque chose à rajouter. Papa Major a levé la main. Merci pour la réponse, Edith. Chéché avait l'air satisfait. Papa Major. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, je m'excuse, j'ai pris vraiment la réunion en cours, je m'excuse pour du retard. Mais j'aimerais juste poser une question par rapport aux jeudis de mars, parce que vous avez dit que votre objectif, c'est d'éradiquer ce phénomène au niveau national, surtout au niveau du Sénégal. Mais moi, j'ai des préoccupations par rapport à ça. Parce qu'on a constaté que l'État du Sénégal, il y a de cela quelques années, a pris des dispositions vraiment pour mettre fin à l'utilisation vraiment des plastiques. Mais jusqu'à présent, nous constatons que les populations continuent à utiliser les plastiques. Moi, je pose la question suivante. Quels sont les moyens que vous disposez réellement pour éradiquer l'impact des plastiques vraiment sur l'environnement, étant donné que l'État vraiment dispose beaucoup de moyens plus que vous, alors que jusqu'à présent, l'État peine à trouver des solutions par rapport à ce problème. Merci beaucoup. Je pense que je vais laisser la parole à Farima, qui est beaucoup mieux expérimentée côté plaidoyer pour pouvoir répondre à cette question. Merci, Edith. Alors, je ne sais pas si Papa Chéri veut prendre la parole ou poser une question après. En fait, je voulais justement prendre la parole peut-être, mais je peux te laisser répondre pour répondre à Papa Major. Vas-y, vas-y. Alors, juste pour... bonjour Papa Major, ça va? Oui, ça va bien, ça va bien. Bien, merci. Alors, juste peut-être pour essayer de répondre à ta question, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre qu'au Sénégal, ce matin, j'ai participé justement à un atelier qui parlait de la responsabilité élargie des producteurs, mais sur aussi les habitudes de consommation des populations. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a des lois qui sont là, qui existent, des lois de 2015 et de 2020, sur des interdictions justement de la consommation de plastique à faible micronage, qui a ensuite évolué pour être des lois qui étaient carrément appliquées justement à du plastique polluant. Donc, aujourd'hui, allô? Allô, vous me recevez? Oui, on t'entend, ça avait coupé un petit D'accord. moment. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a accepté que le plastique fasse partie de nos vies. On s'est rendu compte, après l'utilisation du plastique, après les avantages qu'il procurait, que finalement, il avait beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. Ce qu'on est en train de mettre en place justement aujourd'hui, même au niveau du gouvernement, quand il parle de REP, de responsabilité élargie des producteurs, c'est pour essayer de savoir quelle est l'origine, si tu veux, du mal. Donc, il faut qu'il y ait des acteurs, il faut qu'il y ait des gens qui soient là, qui soient disponibles pour prendre en compte justement ces préoccupations-là, qui sont d'ordre, on va dire, mondial, qui ont un impact sanitaire, qui ont un impact économique. Il faudrait qu'on puisse mettre en place justement des actions qui vont permettre de sensibiliser et de mettre les gens au courant des dangers du plastique. C'est là où Adam Sonia apparaît par rapport à une technique que je n'ai jamais vue ailleurs, qui consiste à faire du brand audit pour rendre justement les entreprises conscientes de ce que leur activité qui leur permet d'avoir des sous a comme impact peut-être sur l'environnement. Le plaidoyer, c'est pour justement pousser l'État à pouvoir à pouvoir mettre en place des actions ou prendre des décisions ou émettre des sanctions pour tous ceux qui sont producteurs qui ont un impact, si tu veux, néfaste sur notre environnement par rapport aux déchets plastiques. Ce que j'ai retenu, si tu veux, globalement de l'atelier auquel j'ai participé ce matin, c'est-à-dire, aujourd'hui, prétendre, par exemple, à Sonia, qu'est-ce que vous allez faire? Non, il s'agit de mettre en place, justement, si tu veux, un triptyque. C'est-à-dire, il faudrait que les populations, que les entreprises,
que le gouvernement s'allie, mettre en place des actions pour pouvoir justement pallier à ces problèmes que nous rencontrons tous, qui sont des problèmes qui nous concernent tous. Donc, dire qu'il y a une association qui prétend pouvoir mettre en place des choses ou qu'est-ce que pouvons-nous faire pour éliminer ça, ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser, c'est former, c'est partager des données qui vont permettre de savoir que c'est dangereux. Voilà combien de personnes sont impactées justement par la pollution plastique et qui va permettre justement pour le gouvernement de prendre des décisions, pour les populations d'adhérer et pour les entreprises de s'adapter ou de changer leur manière de mener leur activité économique. Donc, c'était ma légère contribution que je voulais faire à Pop Major. Je ne sais pas si il est convaincu de ce que je lui ai dit, mais c'était ma brève contribution à la question de Papa Major. Merci. Merci beaucoup, Chérif. Effectivement, comme tu dis, c'est pas Adam Sonia qui va faire tout seul. On n'a pas les moyens. Si l'État n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Par contre, on est là pour appuyer l'État. On est là pour accompagner les populations et on est là pour accompagner les entreprises. Et on croit à l'effet du changement. Le plus de personnes à qui on ira parler, le plus de personnes seront impactées pour que dans tout ce triptyque, les trois changent et qu'on puisse avancer. Merci beaucoup. Donc, du coup, on passe au chapitre 2 de notre publication. Dans le chapitre 2, on parle des différentes alternatives traditionnelles au plastique qu'il existe encore sur notre continent, notamment l'utilisation des feuilles et des plantes, par exemple les feuilles qu'on utilise pour entourer le quinqueliba, l'utilisation du bois et de l'argile, le bois qu'on peut utiliser comme ustensile de cuisine, l'argile qu'on peut utiliser en pot, en cannerie pour garder de l'eau, ou même pour préparer. L'utilisation de produits de nettoyage naturels comme le savon noir, l'huile d'olive, le citron, etc. L'utilisation de toiles et de tissus. On utilise des tissus pour faire des sacs réutilisables, etc. Au Rwanda, ils mettent de la cire d'abeille sur ces tissus pour recouvrir les plats pour une meilleure conservation. L'utilisation de la conservation traditionnelle des aliments. En Afrique, on fait beaucoup sécher les aliments. On les conserve en mettant, dans certains pays, en mettant de la graisse naturelle pour qu'ils puissent se conserver plus longtemps. On les met dans des canneries, par exemple, pour qu'ils puissent se conserver plus longtemps. Donc, dans ce chapitre, on parle de toutes ces utilisations qu'on fait aujourd'hui en Afrique et qui existent encore pour rajouter la durabilité aux aliments ou pour transporter, cuisiner, etc. Donc, dans le chapitre 2, on parle aussi de l'adaptabilité de ces alternatives traditionnelles. Comment faire pour que ces alternatives deviennent des alternatives durables qui puissent être utilisées à grande échelle. On dit qu'en Afrique, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a l'acceptation culturelle. Aujourd'hui, on a encore dans notre patrimoine culturel, beaucoup de choses qui font qu'on se réunit, beaucoup de pratiques traditionnelles qui nous réunissent ensemble et du coup, l'acceptation culturelle sera beaucoup plus facile. L'impact environnemental est faible pour toutes ces pratiques. Elles conservent les ressources. Il y a beaucoup de solutions communautaires. C'est des opportunités d'éducation et de sensibilisation. Et le consommateur peut facilement s'adapter à beaucoup de ces alternatives. Par contre, pour que ça devienne durable, il y a quelques obstacles, comme le mode de vie moderne et les défis urbains. Il y a beaucoup de solutions traditionnelles qui ne peuvent pas s'adapter aux défis urbains et il faudra trouver un moyen de le faire. La portée limitée, pour le moment, c'est vraiment des petites communautés qui l'utilisent à des petites échelles. Il faudra vraiment faire en sorte que ça puisse être utilisé par tous. Il faut mettre en place beaucoup d'infrastructures et de réglementations pour que ça avance et il faut accompagner toutes les industries qui sont dépendantes du plastique, comme la logistique, le transport, etc. Voir comment trouver d'autres solutions pour qu'ils puissent s'éloigner du plastique. Et du coup, en exemple d'entreprises qui existent aujourd'hui, de projets qui existent aujourd'hui et qu'on vous pousse à connaître, je vais laisser Sikoti présenter Sokolata. Sikoti, est-ce que tu es là? Oui, je suis là.
Merci beaucoup à toute l'équipe d'Adansonia pour l'invitation. Donc, je vais me présenter. Je suis Sikoti Mbaye-Chongay. Je suis camerounaise et française, basée au Sénégal depuis presque 3 ans. Et il y a 2 ans, j'ai commencé donc un projet qui me tenait particulièrement à cœur, celui de faire des vêtements. Et on sait que l'industrie de la mode est la 2e industrie la plus polluante au monde. Et du coup, pour moi, le vrai challenge, c'était de le faire d'une manière qui puisse, dans la mesure du possible, en fait, vraiment respecter les populations, respecter l'environnement. Et peut-être pour la petite introduction, j'ai travaillé en Allemagne pendant plusieurs années dans le secteur de la mode en tant qu'acheteuse, prêt-à-porter. Et c'est là vraiment que j'ai vu l'ampleur des dégâts, on va dire, de cette surconsommation de vêtements, des saisons, voilà, des collections qui n'en finissent plus de 4 fois par an. Et de plus en plus souvent, des habits en fait de très mauvaise qualité et qui sont confectionnés avec des matières qui sont synthétiques, notamment polyester. Donc on sait qu'au final c'est du plastique, hein. Et donc j'ai décidé de démissionner de ce boulot parce que j'étais plus en alignement, j'étais plus en accord avec la plupart des valeurs justement de l'entreprise. Et en arrivant au Sénégal, j'avais pas pour but premier de créer ma marque, mais c'est venu en découvrant parce que bien sûr je m'intéressais aussi à la mode, et j'ai été en fait très frustrée de voir que la majorité des marques basées ici, d'une part, ne travaillaient pas avec les matières locales, et d'autre part utilisaient aussi beaucoup de matières synthétiques dans leur création. Et pour moi, c'était non, c'est pas possible. En fait, on est capable en fait en tant qu'Africains d'utiliser nos ressources naturelles et de faire des produits, des vêtements de qualité qui peuvent plaire au monde entier. Et c'est là qu'a commencé l'aventure avec Chocolata. Donc, on fait des vêtements majoritairement unisexes, à base de matières naturelles d'origine africaine. Et notamment, on travaille avec de la maille de coton biologique du Sénégal et du coton brut du Bénin. Donc ça, c'est les matières principales. Et ensuite, on a des ajouts sur les vêtements avec des paignes tissées qui sont faits de manière traditionnelle à la main dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, pas que le Sénégal, le Bénin, le Burkina, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Et pour moi, en fait, il y a l'aspect écologique, mais c'était aussi tout autant important pour moi, en fait, de travailler avec nos matières locales, parce qu'en fait, nos traditions africaines du textile sont écologiques. Parce que à la base, tous les processus de teinture sont végétales. C'est avec des écorces, des arbres, des fruits. Tout le coton était biologique, puisque au final, on attendait la saison des pluies pour qu'il pousse. Et c'était, en fait, pour moi, c'est ma manière, on va dire, de reconnecter en fait avec cet héritage traditionnel et éco-responsable. Donc voilà, donc ça fait 2 ans. Il y a beaucoup de challenges. Et comme je le disais, là, moi, un des plus grands challenges, c'est tout ce qui va être le sourcing, c'est de trouver les matières, parce qu'en fait, malheureusement, les industries textiles ne sont pas vraiment développées, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, dans la majorité des pays, surtout en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un grand enjeu pour moi de ne travailler que avec des matières qui soient naturelles et africaines. Donc pour le moment, donc on a des produits qui sont 100% coton. L'idée, c'est ensuite d'explorer d'autres matières naturelles qu'on peut trouver en Afrique, comme du lin, de la soie, de la laine, mais vraiment avec cet aspect du consommer local et d'essayer au maximum vraiment de prendre soin de l'environnement. On n'utilise pas du tout de plastique, donc tous nos emballages, ça va être du papier ou ça va être du vrac.
Il y a pas mal de fournisseurs qu'on a qui sont sur Dakar, donc on essaye aussi d'éviter les déplacements. Donc, en sachant que, comme je le disais au début, c'est une industrie qui est très polluante, on fait vraiment notre possible pour faire attention à tout ça. Et peut-être un autre aspect que j'aimerais partager avec vous, c'est l'approche avec les clients. Donc, comme je disais, la marque a 2 ans, elle évolue bien, donc je suis très heureuse. Et les clients connectent vraiment en fait avec. C'est comme une reconnexion ou une connexion en fait à l'Afrique à travers le vêtement, à travers les tissus, à travers ses voyages. Moi, notamment les tissus qui viennent du Bénin, j'ai eu la chance d'y aller moi-même, de rencontrer les artisans. Et on mise vraiment sur des partenariats qui vont être durables, en fait. Donc, on travaille avec les mêmes personnes parce qu'il y a aussi cet aspect social et économique qui est très important. C'est-à-dire que tout le monde puisse, en fait, s'y retrouver et vivre de son activité tout en pouvant aussi perpétuer des savoir-faire traditionnels, notamment le tissage. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Et n'hésitez pas, j'ai écrit le Instagram là sur le slide. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'on fait. Et voilà, en tout cas, c'est un très, très beau challenge. Merci encore pour l'invitation et je suis très contente de faire partie de cette présentation parce que c'est des sujets qui sont essentiels et peu importe l'activité, il faut vraiment qu'on prenne tous ces enjeux en compte pour laisser une planète qui soit pas trop dégueu à nos enfants. C'est un peu l'idée. Merci. Merci beaucoup, Sikoti. C'est exactement ça. C'est comment faire pour respecter la planète et la donner un peu moins pire que ce qui se passerait si on n'en a pas conscience, quoi. Exactement. Merci beaucoup pour la belle présentation. Félicitations, parce que 2 ans, quand même, c'est pas mal pour une entreprise au Sénégal. On espère qu'on pourra parler de toi de plus en plus pendant nos sensibilisations, te rajouter un peu de clientèle qui va se déplacer ses achats de matières moins respectueuses aux matières que tu proposes. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à Sokolata, au projet, à Sikoti, son parcours? Sinon, vous pouvez toujours les poser à la fin. Et n'hésitez pas à aller sur son Instagram, Sokolata. Sokolata, ça veut dire quoi? Ça vient d'où, Sikoti? Alors, Sokolata, ça veut dire chocolat. Ok. Et il y a plein de significations, notamment, on va dire les principales, parce qu'il y a vraiment plein de symboles pour moi, mais c'est la couleur de nos peaux. C'est la couleur de la peau des Africains. Donc, c'est aussi un message d'amour et de respect pour nous-mêmes, d'acceptation de nous-mêmes, de se dire qu'en fait, toutes les ressources, en fait, on les a et il faut qu'on apprenne à nous aimer et à les utiliser à leur juste valeur. Et on va dire la deuxième connotation, la principale, ça fait référence au cacao, qui est une ressource naturelle qui vient à presque 80% d'Afrique, plus de 50% de Côte d'Ivoire. Et malheureusement, à l'instar de la plupart des ressources naturelles, c'est exporté sans être transformé, sans être valorisé. Et on perd en fait toute la plus-value qui génère justement des revenus et à l'international. Donc, c'est un peu ce message de, voilà, on est capable de transformer nos richesses sur place et de créer de la richesse et de la plus-value pour nous, en fait. Voilà. Super, j'adore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sikoti ou est-ce que c'était clair? Super. Moi, je connais un peu Sikoti. Je voulais juste rajouter que dans la gamme de produits, Sikoti essaye aussi de faire des produits basiques.
Et les produits basiques, c'est important parce que ça ne suit pas, comme elle dit, toutes ces tendances il faut que ce trimestre, je porte du vert, le trimestre d'après, je porte du rose. Et c'est important de voir comment on peut allier différemment notre garde-robe habituelle pour ne pas être obligé à chaque fois d'être dans la fast fashion à acheter automatiquement, jeter des choses qui ne sont plus la bonne couleur pour aller dans l'autre couleur, etc. Et voir comment on peut toujours s'habiller classe, bien, avec des produits basiques. Donc, acheter chez Chocolata. Voilà. Alors, dans le chapitre 3 de cette publication, on parle plutôt de la réutilisation et du réemploi, le remplissage, etc. On donne les différents concepts parce qu'il y a réutilisation, recharge, remplissage, réemploi. On donne toutes ces définitions-là et on cartographie dans le chapitre les différents modèles de réutilisation et de recharge qui existent en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, dans certains pays, on peut aller acheter du lait dans des distributeurs comme dans nos Kainan qui existent aujourd'hui au Sénégal. On peut remplir des bouteilles d'eau. Moi, j'aime beaucoup donner l'exemple de l'eau Mia. Je parle toujours de Mia, j'achète toujours chez Mia parce que c'est une entreprise qui ne fait pas de petites bouteilles en plastique et Dieu sait que l'argent se retrouve dans les petites bouteilles en plastique parce que ceux qui nous vendent de l'eau dans des bouteilles en plastique, ils ne nous vendent pas de l'eau, ils nous vendent du plastique. Mia nous vend de l'eau dans des bonbonnes réutilisables et c'est aussi une entreprise sociale qui respecte beaucoup ses employés. Donc voilà, c'est des systèmes de recharge qui se mettent petit à petit en place. Il y a des systèmes avec, on a la chance d'avoir encore au Sénégal, par exemple, des systèmes où on a la consigne pour des boissons, par exemple, etc. Et comme vous voyez, il y a différents types de systèmes de réemploi avec des systèmes où l'objet appartient au système. Par exemple, Mia, ces bonbonnes appartiennent à Mia, où l'objet appartient à l'utilisateur. Par exemple, quand on va prendre un Kainan, l'objet pour remplir nous appartient et nous, on met juste ce qu'il y a dedans. Donc, c'est très intéressant ce chapitre parce que ça cartographie les différents types de projets qui existent en Afrique. Du coup, si vous avez besoin d'une idée de projet, n'hésitez pas à aller le lire pour voir ce qui existe déjà et pour vous en inspirer. Dans ce chapitre, on parle aussi beaucoup, c'est l'endroit où on parle de Tifa, de Paï Tifa, donc j'en parle pas parce que Fabien est présent pour en parler, donc je vais le laisser en parler tout à l'heure. Dans ce chapitre, on parle aussi du fait qu'on a vraiment besoin de systèmes de réutilisation et de réemploi pour la crise de l'eau. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau qui est disponible partout et l'accès à l'eau est un droit humain et on doit vraiment faire en sorte que nos canalisations soient propres et de mettre en place des systèmes de réutilisation et de remplissage pour que toute la population ait accès à l'eau. Et enfin, on parle des systèmes traditionnels de réutilisation qui sont toujours utilisés en Afrique aujourd'hui, comme par exemple, on utilise beaucoup des tasses, etc. pour noter. On utilise encore quelque part de temps en temps les fruits au lieu de les mettre dans du plastique, comme pour le MAD, on les met dans leur coque. Comme je disais tout à l'heure, les feuilles qu'on utilise pour le quinqueliba, etc. Donc, le chapitre 3 donne plusieurs exemples en Afrique. J'ai retiré que ceux qui venaient du Sénégal, mais il y en a beaucoup qui viennent de l'Afrique. Il y a aussi un entretien avec un de nos membres au Maroc qui nous parle des souks et de comment les souks permettent de réduire les déchets, même si ça ne permet pas de les éliminer totalement. Et enfin, on parle de comment l'Afrique pourrait faire pour être que la réutilisation et le remplissage soient un pilier de notre parcours zéro déchet. Et évidemment, il faut que on en parle dans la communauté. Il faut que la politique s'en mêle. Il faut faire des investissements et des innovations pour que le système puisse être un système facile pour les utilisateurs. Qu'on continue à le faire tout en conservant les ressources et évidemment, on peut rien faire sans sensibilisation et sans changement de comportement. Je vais laisser Fabien parler maintenant de Paï Tifa avec cette jolie photo à gauche qui est ma fille qui fait le mannequin pour Paï Tifa sans même que Paï Tifa soit au courant. Donc voilà, Fabien, je te passe la parole.
Ben, merci et bonjour à tous et félicitations pour le visuel qui est magnifique. Désolé pour ma caméra qui a un petit souci, donc je ne peux pas être visible. Mais en tout cas, je vous remercie pour l'invitation et je vais essayer de vous faire une présentation assez succincte un peu de notre activité. Moi, à titre personnel, je vis au Sénégal depuis 22 ans. Je suis arrivé il y a longtemps parce que j'ai aujourd'hui 44 ans, donc j'ai fait la moitié de ma vie, l'enfance en France. Je suis français et je suis arrivé au Sénégal donc en 2002. J'ai eu un parcours professionnel où j'ai été amené à faire plusieurs activités. Et j'ai rejoint en fait l'aventure des Païtifa où je suis pas seul, j'ai deux associés sur cette activité et qui avaient lancé le projet en mars 2020 au début du Covid. Et moi j'ai rejoint l'équipe un an après pour essayer un petit peu de développer le projet et de pouvoir essayer de franchir un peu de nouvelles étapes. Donc au début on va dire que ça a vraiment pas été facile. À la fois parce que c'était expérimental, on était dans un contexte aussi sanitaire compliqué avec le Covid, et donc les gens n'étaient pas très réceptifs au début au concept d'une paille en végétal, parce que donc j'aurais dû commencer par là, mais non, nos pailles proviennent de roseaux qui viennent de la région de Saint-Louis, principalement dans le nord du Sénégal. On a plusieurs sources d'approvisionnement en roseaux. Et donc, on a à la fois le côté dépollution du fleuve Sénégal, parce qu'il y a vraiment des problématiques de plantes invasives. C'est des plantes qui amènent beaucoup de complications. Et donc, du coup, le fait de pouvoir obtenir un débouché pour pouvoir en faire quelque chose incite des gens à aller les collecter et à essayer de les revaloriser sous une autre forme. Donc, le projet des pailles est né un petit peu comme ça il y a 4 ans. Les débuts ont été un petit peu compliqués, d'autant plus du coup avec le Covid, le côté hygiène et sanitaire était un petit peu, on va dire, très sensible, et les établissements notamment étaient assez réticents au début au concept même de la paille réutilisable. Mais voilà, avec à force de les démarcher, de finir par en convaincre certains, puis un peu plus, on va dire que c'est un petit peu l'effet boule de neige. Au fur et à mesure que les gens voient nos pailles un petit peu plus dans différents établissements, on a réussi à progresser en 4 ans, et aujourd'hui, on va dire qu'on a atteint un stade qui fait que j'ai été invité aujourd'hui. Donc, je réitère mes remerciements pour l'invitation. Après, J'ai perdu Fabien. Et dans les établissements, nos principaux clients, on va dire, c'est surtout l'hôtellerie-restauration. On a aussi la clientèle particulière. Vous m'entendez plus? Si, c'est bon, c'est revenu. Allô? Oui, c'est bon, c'est revenu. Merde. Si, c'est bon, Fabien. Fabien? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, bon, parce qu'il y a dû y avoir un petit souci, désolé. Moi, ça me met, vous avez perdu la connexion réseau, mais si vous m'entendez toujours, c'est bien. Bon, donc voilà, ce que je disais, c'était qu'on était en lien avec pas mal d'établissements de l'hôtellerie-restauration, et on va dire que oui, je suis. Allô, allô? Oui. Bon. Donc, je disais que on a deux catégories d'établissements. On a ceux qui assurent. Je pense qu'on a perdu. On a perdu. Ouais, on l'a définitivement perdu là. Il s'est déconnecté, mais je crois qu'il va se reconnecter au lien peut-être. Du coup, peut-être on va continuer et après, il pourra revenir reparler. Vu que je ne vois pas, dès qu'il se connecte, n'hésitez pas à me dire et je lui repasse la parole. Si ça vous va. Il est revenu.
il est revenu. Allô? Oui, je suis vraiment désolé. Pas de problème. Désolé, j'ai des soucis de connexion. Donc, je pense que ça a dû couper tout à l'heure quand je parlais de l'hôtellerie-restauration. Exactement. Voilà, Exactement. on n'a pas trop raté grand-chose. Donc, en fait, je disais qu'on avait deux catégories d'établissements. On a les clients qui, eux, assument le fait de réutiliser leurs pailles eux-mêmes et demandent à leurs équipes de stériliser les pailles. Il n'y a rien de compliqué en soi, mais c'est vrai que c'est un petit peu contraignant. Et ensuite, on a la majorité des établissements qui, eux, sont un petit peu plus sceptiques sur ces pratiques-là, sont pas très à l'aise de confier la responsabilité de réutiliser les pailles à leurs équipes, à leurs barman, etc., qui ont peur que ce soit mal fait. Et donc, pour eux, c'était la majorité des retours qu'on avait. C'est ce qui a expliqué qu'on a mis un petit peu de temps à décoller aussi. Et donc, aujourd'hui, on a mis en place une formule recyclage où nous, toutes les semaines, on organise une tournée de ramassage des pailles usagées. Et c'est nous, en fait, qui organisons la réutilisation des pailles. Au travers, du coup, de remises, on leur propose des remises sur les tarifs qu'on fournit. Eux, ils n'ont juste qu'à faire l'effort, entre guillemets, de les mettre de côté. C'est nous qui passons récupérer les pailles. Et voilà, on a réussi à conquérir aussi plus d'établissements au travers de ça. Après, j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça progresse aussi au niveau à l'international. On commence à avoir des clients au Maroc, un petit peu en France, etc. Après, le problème est que nous, on a fait le choix, enfin, c'est pas un problème, on l'assume fièrement, on a fait le choix d'opter pour une paille 100% naturelle et 100% made in Sénégal. Donc, forcément, ça implique beaucoup de manutention, le processus de transformation, la stérilisation, fait qu'on a du mal à être concurrentiel par rapport à des pailles, alors évidemment par rapport à des pailles plastiques, mais aujourd'hui quand même de plus en plus d'établissements conçoivent que les pailles plastiques c'est quand même vraiment pas adapté et qu'il faut en terminer. Mais malheureusement, légalement c'est encore possible et on en trouve sur le marché. Donc il y a encore malheureusement trop de pailles plastiques sur le marché. Après, on a aussi d'autres types de pailles qui arrivent, qui sont des pailles, j'ai envie de dire, semi-naturelles, semi-chimiques. On a des pailles en canne à sucre reconstituées, on a des pailles en agave qui sont mélangées avec de la colle, etc. Donc, qui ont l'étiquette, entre guillemets, éco-responsable, mais qui sont pas vraiment non plus tout à fait 100% naturelles comme nous, on peut les proposer. Donc, voilà. Après, nous, du coup, on essaie de défendre un petit peu notre projet, d'expliquer le fait qu'on soit 100% Made in Sénégal aussi joue principalement ici au Sénégal pour que les établissements nous suivent. Et on va dire qu'on ne fait que progresser. On aimerait que ça aille plus vite, mais voilà, on a pas mal de contraintes aussi. Je ne sais pas si j'ai fait une présentation assez explicite avec la coupure Internet en plus. Je ne sais pas si ça aura été suffisant. C'est très clair, mais il y a déjà des questions. Donc, je laisse Papa le Shérif poser une question. Si c'est une question, une intervention. Alors, bonjour Fabien. Merci pour ta présentation. Vraiment, tu nous as fait découvrir quelque chose de nouveau. Je ne savais pas. C'est une très belle initiative. J'ai beaucoup apprécié aussi la partie où gérer la collecte et le nettoyage et la redistribution justement de ces pailles. Alors, ma question va plutôt être, si tu veux, d'ordre phytosanitaire. Alors, c'est-à-dire aujourd'hui, bon, le Tifa, peut-être, comme tu dis, c'est une plante envahissante que les gens ne connaissent pas au Sénégal. Est-ce que c'est une plante peut-être qui est peut-être envahissante? Est-ce qu'elle a des vertus? Est-ce qu'elle peut causer des problèmes? Est-ce que vous avez fait au préalable toutes ces études par rapport à l'arbre même en tant que tel? Alors, sur le côté sanitaire, évidemment que ça a été une de nos priorités au tout début du projet, parce qu'effectivement, il fallait être en capacité de convaincre les utilisateurs que nos pailles ne présentaient. On ne t'entend plus là, Fabien. Allô? Ouais, il a des problèmes de connexion, malheureusement. Allô? Oui, c'est bon. Oui. On t'entend à nouveau. Vraiment désolé. Donc, je dis, on a contacté le Laboratoire national du Sénégal pour effectuer des analyses sur des échantillons, à la fois avant stérilisation et après stérilisation.
Donc, les résultats de ces analyses nous ont montré qu'après stérilisation, évidemment et heureusement, nos pailles ne présentaient plus aucune bactérie et ne présentaient donc aucun danger. Et le plus, entre guillemets, c'est que même avant stérilisation, c'est-à-dire naturelles, telles qu'elles poussent au pied de la lagune, on a fait des analyses aussi. Alors là, effectivement, on retrouve des bactéries, mais qui sont inoffensives pour le consommateur. Et donc, le laborantin qui avait fait les tests m'avait même dit, en réalité, même sans les stériliser, de toute façon, ça ne présenterait aucun danger pour le consommateur. Ce qui n'empêche que malgré tout, on est bien obligé évidemment de les stériliser à la fois parce qu'il faut que les pailles soient impeccables et on est d'autant plus sur un produit naturel dont on essaie de faire la promotion. On est attendu au virage sur le côté qualité et on ne pouvait pas se permettre de ne pas avoir un processus de fabrication infaillible pour avoir justement un produit incontestable. Et les quelques années de pratique aujourd'hui font qu'on a, je pense, gravi cet échelon. Merci beaucoup pour ta réponse. Moi, je voulais juste rajouter que j'étais vice-présidente de l'association Zéro Déchet Sénégal et je fais partie des membres qui ont lancé le projet Mon Restaurant Zéro Déchet. Et quand j'allais sensibiliser les restaurants pour utiliser paille Tifa à la place de leur paille, je disais souvent aux restaurateurs, les gens, ils mangent bien dans vos fourchettes et ils mangent bien dans vos assiettes. Et je ne sais pas pourquoi ça vous pose problème de laver une paille, mais moi, de mon regard un peu bête et standard, quoi, je ne vois pas pourquoi on pourrait accepter de manger avec la fourchette d'un restaurant, mais ne pas faire confiance à comment ce restaurant peut laver la paille. En tout cas, bravo pour avoir proposé une alternative en ramassant les pailles. Ça doit être vraiment compliqué en termes logistiques, mais au moins ça permet de faire connaître le produit, quoi. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. Non, bah c'était exactement ça. La mise en place, la logistique n'est pas simple, mais on va dire que c'était le préalable nécessaire pour pouvoir réussir à conquérir, entre guillemets, le grand marché. Parce que c'est vrai que pour des gros établissements qui ont des gros volumes de consommation, avec des équipes de barman qui tournent, etc., ça reste quand même une grosse responsabilité que de confier le lavage des pailles entre guillemets, à n'importe qui. Parce que c'est vrai que c'est vraiment la première chose qu'on voit quand on commande un cocktail dans un bar. S'il y a une paille qui a été mal lavée et qui reste des traces de rouge à lèvres, c'est tout simplement pas possible. Et donc, pour des établissements qui ont des gros volumes de consommation, ça peut devenir assez contraignant d'avoir l'espace à la fois pour que ce soit bien nettoyé et d'avoir l'espace pour les mettre à sécher. Voilà, donc ils préfèrent un petit peu sous-traiter ce versant-là. C'est la solution, en tout cas, qu'on a trouvée pour réussir à les convaincre de basculer chez nous. Et depuis qu'ils basculent, ils restent. Donc, a priori, ils en sont satisfaits, les clients aussi. Ah, super, parce que vraiment, les pailles en plastique, c'est un fléau. Hein, et merci beaucoup de proposer cette alternative. Chérif, une dernière question rapide pour ne pas qu'on soit hors timing. Ouais, une question très rapide. Je voulais juste demander à Fabien, est-ce que ces pailles étaient disponibles au niveau des grandes surfaces? Est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de commander, d'en avoir à la maison ou voilà quoi, à disposition? Alors, on a développé une gamme de paquets pour les particuliers avec des paquets de 20. Voilà. On n'est pas dans la grande distribution, ni à Auchan, ni à Carrefour. On est plus présent dans des petits concept stores type, sur Dakar en tout cas principalement. On est à Cocktail du Sénégal en centre-ville. On est chez Lulu sur la Corniche. On est à Mini-Bap aux Almadies. Voilà, dans des petits endroits un petit peu spécifiques, on va dire, mais on n'est pas dans la grande distribution. Et nous, on est basé à Sali. Donc, en général, c'est les gens qui nous contactent sur Instagram. Et vu que de toute façon, on organise cette tournée logistique toutes les semaines, on est assez présent sur le terrain. Donc, on peut commander directement sur Insta. Ouais, je vais envoyer les links sur le chat. Et je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, Farima, dans le projet Mon Restaurant Zéro Déchet, parce qu'effectivement, la question des couverts, on mange dans des assiettes et dans des couverts qui sont réutilisés.
Après, je vais même parfois plus loin, ça va peut-être vous faire rire, mais très souvent, j'ai des remarques par rapport au prix en disant, mais oui, mais ça reste plus cher que le plastique, donc voilà, c'est pas possible. Et moi, je leur réponds très souvent, dans ce cas-là, arrêtez de servir le vin dans des verres à pied et servez-le dans des gobelets en carton. Et c'est le même paradoxe. Et là, du coup, ça les déstabilise un petit peu. Et ils comprennent qu'effectivement, la paille en roseau 100% naturelle, 100% made in Sénégal, évidemment, ça n'a rien à voir avec une paille en plastique industrielle qui vient de Chine. Mais on ne peut pas faire à tout le monde. C'est clair. Et en plus, ça aide pour l'emploi local, quoi. Donc, nous, en tout cas, au niveau de la collecte, on a à peu près une cinquantaine de personnes qui travaillent en partenariat avec nous au travers de GIE agréés pour la collecte des roseaux. Et au niveau de l'atelier du processus de transformation jusqu'à la stérilisation, on a aussi 25 employés. Donc, voilà, on espère que ça va continuer en ce sens et qu'on continuera de gravir quelques marches. Inch'Allah. Donc, les gens du public, achetez aussi des pailles Tifa, s'il vous plaît. Les autres, moi, je les ai achetées, j'achète à Lulu mes pailles. Et moi, je ne suis pas un bon client parce que moi, je les conserve au frigo pour qu'elles durent plus longtemps. Donc, voilà. Merci beaucoup, Fabien. Merci beaucoup pour l'invitation encore une fois et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Continue d'écouter le reste, moi. Merci beaucoup. Du coup, je continue avec ce dernier chapitre. Dans le chapitre 4 de la publication, on explique comment assurer la pérennité des systèmes traditionnels et actuels zéro déchet et on fait des recommandations et c'est toujours la même chose. Quand on fait des recommandations, les recommandations on voit naturellement que c'est toujours sur 3 domaines, des politiques, les entreprises et les consommateurs. On ne peut pas faire un changement durable sans parler aux politiques. On ne peut pas faire un changement durable sans que les entreprises changent leur offre. On ne peut pas faire de changement durable sans que les consommateurs se rendent compte qu'ils doivent changer leur mode de consommation et pourquoi ils doivent changer et qu'ils changent effectivement ces modes de consommation. Souvent, on entend, comme Fabien dit, ça coûte cher, mais en fait, on compare très peu, on compare toujours le prix à un temps T. Mais en général, dans les solutions zéro déchet, que vous achetiez Socolata, que vous achetiez chez Fabien les pailles Tifa, quand vous regardez avec le temps, vous n'êtes pas obligé de racheter à chaque fois. Socolata va vous proposer des vêtements que vous pourrez utiliser pendant longtemps, qui sembleront beaux et neufs pendant longtemps avec des bonnes matières. Paille Tifa va vous proposer une paille que vous n'allez pas jeter après chaque utilisation. Et on ne voit pas ces économies qu'on fait, mais très rapidement, quand on va dans le zéro déchet, on fait des économies à long terme. Voilà comment se finit la publication. J'espère que je vous aurai donné envie de la lire. Et je vais passer la parole à Chérif pour qu'il nous parle d'un projet de Adam Sonia Green qui est lié justement à la dernière partie, c'est-à-dire les consommateurs. Chérif, la parole est à toi pour 5 à 10 minutes pour qu'on reste dans les temps. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Karima de m'avoir donné la parole. Merci pour les intervenants qui sont passés au préalable et qui ont, lesquels j'encourage dans leur initiative, dans leur démarche. Une très belle continuation dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, je vais vous parler rapidement d'une initiative Adam Sonia Green qui concerne les serviettes hygiéniques réutilisables pour les femmes vulnérables. Alors, je vais peut-être commencer par certains chiffres. Aujourd'hui, vous avez une population à 54% féminine au Sénégal. Et dans ces 54%, 70% vivent dans des zones dites rurales, donc n'ont pas accès forcément à des denrées de première nécessité. Donc aujourd'hui, on sait que les serviettes hygiéniques, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour les femmes, vu le cycle menstruel que chacune d'entre elles connaissent. Donc chaque mois, les femmes ont ce besoin de disposer de serviettes hygiéniques. Alors, aujourd'hui, on va parler des serviettes hygiéniques réutilisables. Donc, c'est un concept que, j'avoue, je n'ai pas connu il y a longtemps, mais que j'ai trouvé super attrayant, étant donné les 4 dimensions que le projet peut couvrir. Aujourd'hui, on est passé par une couche
de la population, donc qui concerne les femmes qui sont dans le milieu carcéral, qui représentent environ 1200 personnes. Et justement, c'est un projet pour leur permettre de pouvoir être autonomes dans une activité à but lucratif et qui pourrait leur permettre justement de pallier à ces problèmes d'accessibilité de denrées. Donc, Adam Sonia a pris en compte des volets qui concernent un volet déjà social. Donc, comme je vous ai donné par rapport aux chiffres des femmes qui vivent en zone rurale et qui n'ont pas forcément accès à ces denrées de première nécessité. Vous avez une dimension, si vous voulez, sanitaire. Donc, aujourd'hui, les besoins que couvre une serviette hygiénique réutilisable et une serviette hygiénique classique sont similaires. La serviette hygiénique réutilisable peut être lavée, peut être réutilisée autant de fois que possible par ces femmes. Vous avez une dimension, toujours, je vais revenir peut-être sur la dimension sociale, le fait de pouvoir mettre en place des unités de fabrication de ces serviettes hygiéniques au niveau du milieu carcéral pour permettre justement aux femmes d'en confectionner par elles-mêmes avec des ateliers de couture à disposition. Vous avez une dimension environnementale parce qu'on sait que les serviettes classiques sont utilisées et sont jetées après une utilisation, des fois remplacées 2 à 3 fois par jour. Donc, ce sont des dimensions que le projet veut couvrir. Donc, nous avons pour objectif justement d'utiliser un de nos axes de travail, donc qui concerne la sensibilisation. Donc, essayer de sensibiliser justement dans le milieu carcéral les femmes, essayer de mettre en place des comités de gestion de ces unités de fabrication, leur faire un apprentissage sur la manière dont les serviettes sont confectionnées, leur permettre de mettre en place une chaîne de distribution, même dans les zones rurales, permettre aux femmes d'avoir accès à ces serviettes hygiéniques réutilisables, et ce qui va permettre de gérer justement d'avoir des impacts plutôt sur les différents domaines dont on a parlé, donc sur le social, l'environnemental, le sanitaire. Globalement, le projet tourne autour de ça. Si vous voulez, c'est un projet qui peut permettre justement aux femmes en prison d'avoir une certaine autonomisation, pas seulement les femmes en prison. Les unités de fabrication peuvent également être mises en place au niveau des zones rurales, mais toujours pour pouvoir régler ce besoin d'accessibilité aux produits de première nécessité comme les serviettes hygiéniques. Donc, je vais pas garder la parole plus longtemps. Et si vous avez des questions ou si vous voulez savoir, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport au projet, je suis dispo. Merci beaucoup pour la présentation, c'est chouette. Ce projet est né parce que on voit qu'il y a beaucoup d'appels de dons pour des serviettes hygiéniques chaque année. Et on voulait proposer aux femmes qui n'ont pas accès une solution définitive pour ne pas avoir chaque année à redemander, se retrouver dans des moments où ils n'en avaient pas, etc. Comme je vous l'ai dit, la partie 2 de ce lancement se fera en présentiel à Dakar le 21 septembre. Et à ce moment-là, on aura aussi Happy Afrique qui vend des serviettes hygiéniques réutilisables, qui sera là aussi pour présenter ces produits. Donc, merci Papa Chérif pour la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Sinon, je ne vois pas de main levée ni de questions dans le chat. Oui, j'entends une main levée. Oui, Papa Major, une petite question par rapport au projet dont on parlait tout à l'heure, les serviettes hygiéniques. Je voudrais savoir les composants de ces serviettes. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les composants? Je peux répondre peut-être. Pour faire les serviettes hygiéniques, encore une fois, Adam Sonia n'est pas celui qui va faire. Donc, on va se rapprocher, on se rapproche de, comment ça s'appelle, de spécialistes qui vont nous accompagner dans ça.
et nous, on va les accompagner, on va faire le lien par rapport aux prisons, aux pouponnières, etc. Mais majoritairement, ce sont des tissus. Ce sont des tissus qu'on utilise avec différents différentes couches de tissus qui absorbent plus ou moins pour essayer de tenir à peu près 8 heures, une journée, 8-12 heures, 8-10 heures sans changer, sans avoir à changer de serviette. Donc, c'est du tissu. Du tissu qu'on essaye de faire durable. Et en général, les serviettes qu'on fait, elles peuvent durer à peu près 5 ans, on va dire, quand elles sont bien entretenues. C'est bon, Papa Major? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Donc, c'est de la couture, quoi. C'est vraiment de la couture avec différentes couches de tissu. Donc, voilà. Du coup, c'est la fin de notre présentation. Il reste 7 minutes. La vie en Afrique, elle a déjà été vécue avant d'être emballée dans du plastique. Et ce rapport, il démontre que l'Afrique peut ouvrir et mener une voie durable vers un avenir sans déchets. Quand on travaille dans le zéro déchet, on travaille beaucoup avec tous les continents. Et pour nous, c'est vraiment important que les pays du Nord ne soient pas toujours les pays moralisateurs et qui vont nous donner les solutions. Et avec cette publication, on voulait montrer qu'il y a des solutions en Afrique qui existent, qui sont déjà en place et qu'on peut systématiser et qu'on peut aussi être un modèle pour les autres pays, on peut aussi être un modèle pour les autres continents. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait mettre en avant dans cette publication, qui est très riche en informations. Elle est assez longue, donc n'hésitez pas à la lire en plusieurs fois. Mais en tout cas, si vous cherchez des données, si vous parlez de ces sujets-là, la publication a beaucoup de données. On a passé beaucoup de temps à faire des recherches scientifiques aussi pour des pourcentages, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la lire pour avoir ces informations-là. Donc, pour moi, c'est bon. Je vous remercie d'avoir participé à ce lancement. On vous enverra les informations pour le lancement en présentiel le 21 septembre à Dakar, où on va faire un peu comme avec des auteurs de livres qui lisent des parties de leurs livres et où il y a des échanges par rapport à ça. Donc, on prendra certaines parties de la publication et on fera des échanges par rapport à comment faire pour mieux les mettre en avant et comment faire pour les systématiser aussi. Donc, on espère que vous serez présents. On appellera les entreprises du réemploi qui sont au Sénégal. Et on a vraiment pour vocation de mettre ces entreprises en avant, de les cartographier, de pouvoir en parler le maximum. Donc, si vous êtes une entreprise de réemploi ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on avance dans cette cartographie, pour qu'on voit ensemble comment on peut vous accompagner. Comme on disait tout à l'heure, Papa Major, nous, on ne peut pas être ceux qui faisons tout, mais on va essayer de faire de notre mieux pour accompagner. Quand on va sensibiliser pour aller parler de ces solutions-là, c'est notre part qu'on peut faire. Et donc, si vous voulez rejoindre notre communauté, vous pouvez scanner le QR code. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp, par email. Sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, partout où vous voulez, YouTube. Merci à tous les présentateurs, tous les intervenants de ce webinaire. On espère qu'on pourra continuer à collaborer avec les entreprises Sokolata, Paitifa et bien d'autres entreprises. Et puis, pour moi, c'est tout bon. Si vous avez des questions ou une dernière intervention. Papa Major a levé la main, je crois. C'était tout à l'heure, je pense. C'était pour sa question de tout à l'heure que j'avais déjà répondu. Donc, j'arrête le partage pour vous voir un peu. Merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et on reste connecté pour la suite, si vous voulez. Au revoir tout le monde. Oui. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.
Au revoir tout le monde. Au revoir.